bienvenue à ce webinaire sur la mise en œuvre des transferts monétaires en contexte difficile, qui est basé sur la dernière étude de cas du CALP sur les risques liés aux transferts monétaires au Nord Mali. Donc, je m'appelle Thérèse Faye, je suis chargée d'administration et de communication pour le bureau régional du CALP, basé à Dakar. Donc, avant de commencer, je voudrais juste vérifier si tout le monde m'entend bien. Vous pouvez utiliser la chatbox qui est en bas à droite pour signaler un problème. Ok, parfait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le CALP, on est un réseau de plus de 70 membres qui vise à promouvoir et améliorer la qualité des programmes de transfert monétaire au sein du secteur humanitaire. Donc, je précise que ce webinaire sera en français. Nous prévoyons un autre webinaire sur les risques en octobre qui sera en anglais. Et en attendant les slides de Hélène, la consultante ayant élaboré l'étude de cas sera en anglais. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Stéphane, qui va vous parler du travail du CALP sur les risques. Donc, Stéphane, dès que tu es prêt. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je voudrais vous demander d'atteindre votre microphone lorsque vous ne parlez pas. J'aimerais également vous informer que nous enregistrons ce webinaire et que nous partagerons le lien vers l'enregistrement avec un groupe plus large. Merci beaucoup de vous joindre à ce webinaire. Je m'appelle Stefan Bumbach et je suis le Senior Technical Officer du CALP basé à Genève et je dirige entre autres le travail effectué par le CALP sur les transferts monétaires et les risques. Avant de parler de l'étude de cas, j'aimerais expliquer pourquoi le CALP travaille sur les transferts monétaires et le risque et quelles activités nous avons prévues cette année. Donc, pourquoi le CALP travaille-t-il sur le sujet des transferts monétaires et risques? L'une des principales raisons pour lesquelles les acteurs humanitaires n'envisagent pas systématiquement les transferts monétaires est à cause de leur perception des risques. Cette préoccupation est liée à l'importance croissante accordée par les bailleurs à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent et à la réduction des budgets consacrés à l'aide humanitaire. Il s'agit là d'une constatation clé tirée du rapport State of the World's Cash Report du CALP, dans lequel il est également noté que les bailleurs peuvent tolérer le détournement d'une petite quantité d'aide in kind, mais qu'ils peuvent être beaucoup plus sensibles au détournement d'argent. Cette sensibilité a été transmise par les bailleurs à d'autres organismes humanitaires. La question est particulièrement délicate en situation de conflit où les groupes armés constituent une menace et où il est difficile pour les acteurs humanitaires d'avoir accès aux communautés affectées et de superviser l'intervention. Donc, pour que les transferts monétaires soient pris en compte de façon routinière, il faudrait que les mythes entourent les transferts monétaires soient démystifiés et le discours, les attitudes et le comportement des acteurs humanitaires concernant les risques de transferts monétaires changent. Aussi que les transferts monétaires soient systématiquement et équitablement pris en compte sur la base de la preuve de risque réelle dans toutes les modalités, que les obstacles de réglementation tels que les programmes de lutte contre le terrorisme et de réduction des risques des bailleurs n'empêchent pas la considération systématique de transferts monétaires et que les risques soient abordés par la collaboration entre les acteurs humanitaires, opérationnels, les gouvernements, les bailleurs et les institutions financières. Finalement, que le personnel opérationnel ait la capacité et les outils pratiques pour identifier et atténuer les risques. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, le CALP entreprend diverses activités en 2018 et 2019. Par exemple, nous allons rassembler de la documentation sur les risques et les mesures d'atténuation. Nous allons élaborer, et nous avons déjà élaboré
deux études de cas sur les risques dans des contextes difficiles, Mali et Yémen. Nous allons mener une étude sur le transfert monétaire et les risques liés à la gestion financière et au respect des normes. Nous allons contribuer aux initiatives sur la protection des données afin de comprendre les risques liés à la protection des données dans le cadre de transfert monétaire et d'identifier les mesures d'atténuation et les garde-fous. Nous allons animer des tables rondes au niveau global, régional et national sur le risque, permettant des discussions honnêtes sur les risques relatifs au transfert monétaire. Nous allons organiser des webinaires, comme maintenant, sur le transfert monétaire dans des environnements difficiles pour partager et diffuser les apprentissages. Et nous avons créé une page web thématique. Je vais mettre le lien dans le chat. Une page web thématique sur le risque avec des liens et des documentations. Donc, le premier résultat du travail du CALP sur les risques est l'étude de cas dont nous voulons parler aujourd'hui, qui a le titre Transfert monétaire en contexte difficile, étude de cas sur les risques liés au transfert monétaire au Mali. Nous avons spécifiquement choisi le Mali parce que nous voulions comprendre comment il était possible de mettre en œuvre et d'étendre les transferts monétaires à une échelle considérable dans un contexte aussi difficile. Plus spécifiquement, le CALP a commissionné cette étude pour identifier et comparer les risques spécifiques liés à la mise en œuvre de transferts monétaires perçus au Mali avec des programmes utilisant d'autres modalités de distribution. Analyser comment et à quel degré la sélection des modalités d'intervention a été influencée par ces risques. Identifier les mesures d'atténuation et de protection mises en place et en évaluer les résultats et refléter comment les programmes et mesures d'atténuation des risques ont été adaptés au fil du temps dû au changement de la situation sécuritaire au Mali. L'objectif global est de présenter les leçons apprises et les recommandations afin d'informer les choix des options de réponse et la planification des programmes dans d'autres contextes difficiles. Et maintenant, c'est l'agenda. Donc, au cours des 20 prochaines minutes, Hélène Chuyat présentera l'étude de cas et ses conclusions. Hélène est la consultante qui a mené l'étude de cas avec son équipe. Ensuite, nous avons une perspective de terrain. Lamine Traoré, le lead du Cash Working Group Mali, Harouna Moussa Ibrahim de Solidarité Internationale et Ferdinand Béalem de Acted partageront leurs réflexions sur l'étude de cas avec une perspective de terrain. À la fin, nous avons prévu 40 minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez poser en utilisant vos micros ou par chat. Nous prendrons toutes les questions à la fin. J'aimerais remercier Hélène, Harouna, Lamine et Ferdinand pour leur disponibilité et je passe la parole à Hélène pour sa présentation. Oui, merci beaucoup Stéphane et bonjour, bonjour à tous. Comme dit, on va être ensemble pendant les 20 prochaines minutes pour que je vous parle de l'étude qu'on a menée au Nord Mali. Je m'excuse des slides en anglais, mais la présentation sera bien entendu en français. Très rapidement, le contexte de l'étude, ensuite quels étaient les objectifs particuliers, la méthodologie, mais très très vite, et pour garder du temps sur les résultats de l'étude. Quels ont été les risques, comment les acteurs ont réagi face à ces risques perçus, quelles mesures d'atténuation ils ont mis en place, et ensuite les recommandations de cette étude de cas que nous avons menée.
Cette diapo reprend l'introduction que Stéphane a déjà donnée, donc je vais passer rapidement, mais c'était pour mettre en avant également le fait que l'usage des transferts monétaires n'était pas intrinsèquement plus risqué que l'usage de distribution en nature, par exemple, mais que les risques qui entourent la mise en œuvre des transferts monétaires ont été identifiés par la communauté humanitaire au Mali autour de 6 catégories principales qui sont présentées à droite de la diapositive. Donc la question de savoir si ces risques sont spécifiques aux transferts monétaires ou communs à d'autres modalités seront discutées plus tard, mais je vais juste vous faire part de cette catégorisation. Donc en premier lieu, l'insécurité, en deuxième lieu, le détournement et la fraude, en troisième lieu, les risques liés à l'inflation et ou la distorsion des marchés. Ensuite, les risques liés aux relations de pouvoir, aux relations de genre. Les risques liés aux dépenses non prévues. Et enfin, la fuite de données personnelles. Pour ceux qui sont au Mali, je m'excuse de présenter une situation que vous connaissez bien. Pour les autres, très rapidement, donc en 2012, conflit armé, coup d'État militaire et qui ont exacerbé des faiblesses structurelles préexistantes et engendré une crise de grande ampleur. Depuis, la situation ne s'est malheureusement pas améliorée et malgré la mise en œuvre progressive de l'accord de paix d'Alger de 2015, l'insécurité et la violence se sont répandues des régions du nord jusqu'au centre du pays. Qu'est-ce que ça veut dire pour les transferts monétaires? Donc, les transferts monétaires n'ont pas commencé au moment de la crise, puisque les premières traces de transferts monétaires datent de 2010, en tout cas celles qu'on a pu trouver, et se sont concentrés dans le secteur de la sécurité alimentaire. Et par contre, beaucoup d'organisations telles que le PAM ont commencé, ou en tout cas mis à l'échelle leur transfert monétaire dans le nord du pays au moment du déclenchement de la crise en 2012 ou après. Et donc pourquoi cet usage croissant des transferts monétaires alors même que la situation sécuritaire empirait? En premier lieu, l'accès limité aux bénéficiaires. Donc il était devenu difficile pour les organisations de livrer l'assistance en nature par camion. Les principaux axes routiers étaient contrôlés par des groupes armés. Le risque que le camion soit arrêté, forcé d'abandonner ses marchandises aux mains des fauteurs de troubles était assez élevé. Ça, c'est un premier facteur qui explique pourquoi il y a eu une utilisation croissante des transferts monétaires. Deuxième chose, l'émergence due à la crise de nouveaux besoins qui ont fait que les organisations humanitaires ont eu vocation à couvrir des secteurs plus vastes, multiples, via leur intervention. Et donc les transferts monétaires ont été ainsi perçus par ces organisations humanitaires comme un moyen d'augmenter l'impact de l'assistance et de couvrir plusieurs types de besoins à la fois. Résultat, en 2017, les transferts monétaires représentaient 54% des financements du pays, c'est-à-dire 109 millions à peu près de dollars sur les 203 millions de dollars reçus par le Mali. Et les régions en crise, que vous voyez représentées dans les différentes nuances de bleu, comptent pour plus de la moitié des montants de transferts monétaires utilisés dans le pays en 2017. Et donc sur ces 109 millions de dollars, la majorité consiste en des transferts monétaires non restrictifs, que ce soit conditionnels ou inconditionnels, comme vous le voyez sur le graphique à droite de la diapositive. Donc ça, c'était vraiment le contexte. Maintenant, en termes d'objectifs de l'étude, donc en premier lieu, cette étude, elle avait vocation à contribuer au corps de données disponibles portant sur les risques associés au transfert monétaire et aussi sur les stratégies d'atténuation et de protection possibles. Ce qui est important de savoir, c'est que les risques sur lesquels on s'est concentré, ce sont des risques perçus, pas les risques avérés du fait des données qui étaient disponibles. Donc quand on parle de risque, on va parler de risques perçus. En termes d'objectifs spécifiques, il y en avait 5. Donc identifier, comparer les risques perçus spécifiques au Nord-Mali liés à la mise en œuvre de transferts monétaires ou de programmes utilisant d'autres modalités de distribution. L'idée étant que l'identification des risques se fait jamais dans un vacuum, mais se fait toujours en comparaison avec d'autres modalités. Analyser de quelle manière les décisions liées au choix de la modalité ont été influencées par ces risques perçus. Ensuite,
quelles sont les mesures d'atténuation, de protection que les acteurs ont pu mettre en place? Est-ce que ça a été adapté au fil du temps, du fait du changement de la situation sécuritaire? Et quelles sont les leçons apprises, les recommandations qui peuvent être utilisées dans d'autres contextes difficiles? Ça, c'est une rapide présentation de la méthodologie. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est qu'on a collecté des données secondaires et primaires à distance et sur le terrain. Les limitations principales, c'est le fait que les données terrain ont été collectées uniquement à Bamako, pas dans les régions du Nord pour des raisons d'accessibilité. Et la deuxième limitation en termes de collecte de données, c'est que certains documents d'analyse de risque ont été jugés trop sensibles pour être partagés avec notre équipe. Donc on n'y a pas eu accès. On sait que certains documents existent, mais on n'a pas pu les voir puisque les agences qui les ont produites ont souhaité ne pas les partager. Si on se concentre maintenant vraiment sur les résultats, donc au Mali, les organisations humanitaires utilisant les transferts monétaires ainsi que les bailleurs ont identifié 5 risques principaux qui affectent leurs interventions qui sont délivrées sous la forme de transferts monétaires. Ce qu'on a voulu faire, c'est une comparaison entre les risques perçus sur la période 2012-2015 et les risques perçus sur la période 2016 jusqu'à présent, pour voir dans quelle mesure cette perception des risques avait évolué et pouvoir superposer cette perception avec l'évolution du contexte. Je ne vais pas vous les faire un par un, mais pour se concentrer sur les deux premiers, donc vous le voyez, hein, le risque principal qui a été identifié, c'est le risque lié à l'insécurité. C'est vraiment celui qui a été identifié comme le plus important. En particulier, les acteurs humanitaires mettaient en avant les vols d'équipements ou de l'argent distribué aux bénéficiaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en raison de la nature changeante du contexte, vous voyez sur le graphique que ce risque a considérablement augmenté lors des dernières années, entre 2012 et actuellement. Le deuxième risque le plus important, c'est celui qui concerne la fraude et le détournement de l'argent versé. Donc il n'a pas été mentionné spontanément par les personnes consultées, mais quand on posait la question spécifique là-dessus, il était considéré comme relativement important. Et comme vous le voyez, la probabilité perçue de détournement a également augmenté lors des dernières années, notamment en raison du nombre croissant de partenaires et d'intermédiaires nécessaires pour distribuer ce transfert aux bénéficiaires. Et donc la plus grosse crainte, c'était pas le détournement de fonds destiné à financer des groupes d'opposition armés ou des groupes terroristes, mais c'était plutôt le vol par les détournements, les vols par les partenaires locaux et les fournisseurs de services. C'était ça la principale crainte. On a posé la question aux parties prenantes interrogées de comparer les risques identifiés, donc ces 6 catégories de risques que vous avez vues sur la diapositive précédente, avec ceux identifiés pour les autres modalités, en demandant voilà, justement est-ce que ces risques sont liés à la modalité choisie ou à ceux liés au contexte. Et comme vous le voyez, la majorité des personnes qu'on a interrogées ont affirmé que les risques étaient liés au contexte et non pas au transfert monétaire en tant que modalité. De la même façon, pour se concentrer sur les deux risques principaux, l'insécurité et le détournement, concernant l'insécurité, parmi les individus qui considèrent le cash comme plus risqué, les raisons évoquées étaient classiques, on va dire, c'est-à-dire que l'argent liquide en soit plus tentant, plus fongible, plus facile à voler que l'aide en nature, par exemple, ou que les coupons. Pourtant, le nombre d'attaques et d'incidents rapportés pour chaque modalité semble équivalent. Et donc, par exemple, il y a beaucoup d'informateurs qui ont noté qu'il y avait beaucoup de convois d'aide en nature, de céréales, qui avaient été arrêtés sur la route et forcés de laisser leurs marchandises derrière eux. Et donc, dans le cadre de transferts monétaires, des cas de vols similaires ont été rapportés, mais en proportion équivalente. Et ce, quel que soit le mécanisme de distribution, c'est-à-dire qu'il s'agisse de coupons, de transferts mobiles ou de cash en enveloppe. Et de façon intéressante, d'autres parties prenantes considéraient les transferts monétaires comme moins risqués, car moins visibles et plus faciles à transporter pour les bénéficiaires. Donc ça ne faisait pas l'unanimité. Concernant le détournement de l'aide et la fraude,
les informateurs ont souligné qu'il était facile pour les intermédiaires de taxer les distributions en nature et que c'était, avec les transferts monétaires, plus difficile de détourner de l'aide et de la fraude. C'est-à-dire que même si le détournement de l'aide est perçu comme le deuxième risque le plus important s'agissant des transferts monétaires, il est perçu comme étant encore plus élevé quand il s'agit d'aide en nature. Donc là, la question, elle est effectivement pas de dire est-ce que une modalité est plus risquée qu'une autre, mais vraiment dans quelle mesure le contexte est risqué ou pas. Face à tous ces risques perçus, le, la communauté humanitaire et les bailleurs étaient déjà convaincus par l'usage des transferts monétaires avant 2012. Comme je l'ai dit, ça avait commencé en 2010. Et ce qui est intéressant, c'est que aucune organisation consultée n'a exprimé le souhait ou n'a indiqué réfléchir au retour aux distributions en nature. Mais par contre, certaines sont revenues à l'usage des coupons commodités. Et donc, la perception des risques est un facteur clé pour les organisations, mais plutôt au moment de choisir si elles vont intervenir dans une zone spécifique ou pas. Et donc, moins au moment de choisir entre transfert monétaire ou transfert en nature. Donc, vraiment, quand on se pose la question, est-ce qu'on va à tel endroit ou pas, là, on analyse les risques et c'est un facteur clé de décision. Par contre, entre transfert monétaire, transfert en nature, ça l'est moins, puisque comme on l'a vu, les risques perçus sont plus liés au contexte qu'à la modalité. Et d'ailleurs, la fonctionnalité du marché a été considérée par les informateurs comme l'élément le plus important pour prendre la décision entre transfert monétaire, transfert en nature. De façon intéressante, un peu plus loin dans la chaîne de décision qui amène à un design de projet, la perception des risques est aussi systématiquement considérée au moment de choisir le mécanisme de distribution. C'est-à-dire quand on va choisir entre faire du cash dans des enveloppes ou faire des coupons, le choix va être dicté en grande partie, par cette perception des risques. Et en second lieu, par l'efficacité, l'efficience de chaque option. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la diversité des mécanismes de distribution que les transferts monétaires offrent est utilisée comme un mécanisme de protection et d'atténuation des risques en soi. Et donc, au moment où distribuer de l'assistance aux communautés du Nord sous forme de vivres ou de transfert monétaire en enveloppe a été considéré comme trop risqué, beaucoup d'organisations ont opté pour des paiements électroniques ou pour des coupons. Donc, ils ont changé de modalité afin d'atténuer les risques perçus. Et donc, l'utilisation de certaines formes de transfert monétaire a été considérée comme une stratégie d'atténuation en soi des risques, ce qui est assez contradictoire avec la perception au niveau global qui dit que les transferts monétaires seraient plus risqués. Là, au contraire, l'utilisation de transferts monétaires était une mesure d'atténuation des risques. Cette slide très chargée n'est pas là pour vous faire peur, mais c'est le tableau à droite, vous pourrez le voir, hein, il est dans le rapport et le rapport existe en français comme l'a mentionné Stéphane. Mais il y a trois principales stratégies d'atténuation mises en œuvre dont je voulais vous parler rapidement. La première, comme je l'ai dit, c'était changer le mécanisme de distribution. Donc pas tellement choisir entre cash et nature, mais vraiment passer de transfert en enveloppe à des coupons. Et le recours aux nouvelles technologies et aux systèmes électroniques de paiement. C'était aussi très important. La deuxième chose, s'appuyer sur un réseau de partenaires locaux, que ce soit des ONG locales ou alors des commerçants, des instituts financiers locaux. Troisième chose, la transparence avec les parties prenantes en zone d'intervention, ou en tout cas la stratégie de communication. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a vraiment rencontré deux approches entièrement opposées. Une première approche qui consistait pour certaines organisations à être aussi transparente possible, c'est-à-dire partager de l'information, que toutes les parties prenantes savent
ce qu'ils faisaient, etc. Ou alors, vraiment, à l'autre bout de la chaîne, essayer d'être le plus invisible possible, ne pas informer, sauf au dernier moment, les bénéficiaires, etc. Donc, des stratégies de mitigation des risques qui, parfois, étaient contradictoires. En termes d'efficacité de ces stratégies d'atténuation des risques, presque tous les acteurs consultés ont jugé que les stratégies mises en place étaient efficaces et adaptées au contexte du Normalie. Et donc, ils ont considéré également que beaucoup d'incidents ont pu être évités grâce à ces mesures d'atténuation des risques, ce qui a permis de continuer la mise en œuvre des interventions sur ces zones. Et pour beaucoup, ces mesures d'atténuation des risques ont également eu un effet dissuasif. C'est-à-dire qu'il y a eu une diminution des incidents liés à ça. Et les organisations qui avaient utilisé des transferts électroniques étaient quant à elles unanimes sur l'impact positif que la technologie a eu sur l'efficience et l'efficacité des interventions, première chose, mais aussi sur la pertinence et l'efficacité de cet outil pour atténuer les risques liés au transfert monétaire dans des contextes difficiles tels que celui du Normalie. Et donc là, les trois systèmes qui sont mentionnés sur la diapositive, donc à savoir le système Scope mis en place par le PAM, le système Cash mis en place par ACF et Red Rose qui est une compagnie privée, ont tous été utilisés dans des contextes autres que le Normalie, et donc il y a vraiment une capacité d'adaptation ou de réplication de cette solution dans d'autres endroits. Ils ont jugé ces stratégies d'atténuation positives, comme je vous le disais, mais il y a quand même pas mal de limitations qui ont été notées dans le cadre de cette étude de cas. La première et une des plus importantes, c'est en termes de coordination. Comme je le mentionnais précédemment, certaines mesures d'atténuation sont contradictoires d'une organisation à l'autre, y compris parmi les projets mis en œuvre dans une même localité. C'est-à-dire que dans la même zone, on va avoir une organisation qui communique de façon très transparente et une autre qui va avoir une stratégie d'invisibilité, ce qui crée pas mal de confusion. Et l'atténuation des risques, comme je l'ai dit également, certaines organisations n'ont pas voulu partager leurs documents d'analyse des risques avec nous. Donc c'est vraiment considéré comme un exercice interne. Les résultats ne sont pas partagés dans les espaces de coordination et il n'y a pas vraiment de cadre de référence pour l'analyse des risques liés au transfert monétaire au Mali. Chacun a son propre cadre. Et donc l'appétence au risque, bien sûr, diffère d'une organisation à l'autre. Par contre, l'identification et la réflexion sur la gestion commune des risques liés au transfert monétaire pourraient rendre l'exercice plus efficace. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était la limite de la stratégie de transfert des risques, que ce soit à des prestataires de services privés ou à des ONG locales. Ce qui a posé pas mal de questions, c'est-à-dire qu'on transfère le risque à un prestataire autre, qui soit un prestataire sans but lucratif ou à but lucratif. Et ça posait des questions d'éthique et des questions dans quelle mesure est-ce que on peut transférer ce risque à des institutions qui ne sont pas forcément préparées à les assumer. Donc ça posait quelques questions. Ensuite, l'inefficacité des mécanismes de plainte mis en œuvre pour une mesure d'atténuation, en tout cas de résolution de ces risques. Je ne m'étends pas là-dessus, je vous laisserai lire le rapport. Et puis ensuite, quelque chose que vous connaissez tous si vous avez utilisé des e-transferts, c'est que sur le papier, c'est fantastique et ça présente énormément d'avantages. Par contre, il y a un coût humain, il y a un coût financier, il y a un coût en termes de temps à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies qui ne sont pas toujours pris en compte de manière adéquate. Que ce soit une difficulté d'accès pour les équipes des organisations militaires ou alors pour les bénéficiaires qui n'arrivent pas à débourser eux-mêmes leur transfert. Voilà, donc en conclusion, pour vraiment les points les plus saillants,
Au Mali, tous les avantages que l'on connaît liés au cash sont reconnus, acceptés parmi les bailleurs de fonds, les personnes qui mettent en œuvre les projets et les agences du gouvernement. Et donc, quand il y a eu la crise en 2012, la question n'a pas été est-ce qu'il faut faire du cash ou pas du cash, mais plutôt comment le faire différemment d'une façon sûre et appropriée. Et tous les risques perçus qui ont été mentionnés par les personnes qu'on a interrogées sont pas nouveaux et ils sont pas uniques, ils sont pas liés à la modalité, ils sont vraiment liés au contexte. Donc la question là n'est pas est-ce qu'il faut faire du cash, du coupon ou de l'aide nature, mais c'est est-ce qu'on peut intervenir ou pas. C'était vraiment ça la question qui se posait. Et ce qui est intéressant, comme je l'ai dit également, c'est que un des avantages clés qui a été cité, c'est que l'utilisation du cash, ou en tout cas certaines modalités, peut en soi être une mesure d'atténuation des risques. Et c'est ce qui a été fait par plusieurs acteurs qui mettent en œuvre des projets au Nord Mali. L'autre point que je voulais mettre en avant, c'était ce manque de coordination et le fait qu'il n'y avait pas d'évaluation des risques qui était faite de façon coordonnée. Et que trop souvent, c'est vraiment vu comme un exercice interne à chaque organisation. Voilà, ici s'arrêtent mes 20 minutes avec quelques recommandations, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter plus avant. Stéphane, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Stéphane? Oui, pardon. Oui, non, je disais que je pensais que pour la suite, on en parlera, je pense, à un moment plus tard. Je m'étends pas sur les recommandations. Non, maintenant, si tu veux, tu peux parler maintenant sur les recommandations. Mais s'il y a des questions, c'est pour les fins. Oui, d'accord. Ok, bon, bah alors, du coup, très rapidement, en termes de recommandations, c'est un petit peu, c'est forcément dans la suite de ce que je racontais avant, c'est de dire qu'il n'y a pas de protocole, ou en tout cas, il n'y a pas d'évaluation des risques qui est fait de façon prévisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre d'analyse qui serait utilisé par plusieurs acteurs et de façon constante à travers le temps. Donc chacun fait un petit peu une évaluation des risques dans son coin, parfois même de façon non formalisée, donc d'où l'idée de développer un cadre d'analyse commune. L'autre chose qui nous a paru importante en termes d'appréhension des risques, c'était d'impliquer les différents départements qui étaient impliqués dans l'évaluation des risques dans l'aspect programme lié au transfert monétaire. Très souvent, c'est la logistique ou le management qui est en charge de la gestion des risques, alors que c'est le département programme qui est en charge de la décision quant à la modalité. Et parfois, ça manque de lien entre ces départements. L'aspect coordination, je ne m'étends pas dessus, j'en ai déjà parlé longuement. Et ensuite, cet aspect de partenaires locaux, c'est-à-dire d'avoir une politique claire par rapport aux partenaires locaux avec lesquels on travaille, de dire quel est le niveau de risque qui est acceptable de transférer et quelles sont les mesures, les moyens, les ressources que l'on met en tant qu'ONG internationale ou agence des Nations Unies ou agence du gouvernement pour que ces partenaires locaux ne soient pas mis en situation d'échec par rapport à cette gestion des risques. Et puis bien sûr, un poncif, on va dire, ou une recommandation qui est valable partout, c'est de dire c'est pas quand on est en plein milieu d'une situation de crise que c'est le bon moment pour se préparer à l'utilisation des transferts monétaires. Voilà. Du coup, Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à la perspective des acteurs de terrain qui vont partager avec nous les conclusions et les recommandations de l'étude du point de vue de la mise en œuvre. Donc, nous allons commencer par Lamine Traoré, qui est le lead du Cash Working Group Mali. Donc, Lamine, si tu es prêt, tu peux commencer.
Lamine, ton micro. Il est ouvert maintenant. Allô, bonsoir à tous. Je veux me rassurer que mon micro marche et que vous m'entendez. Comment je peux savoir que ça marche? Ok, merci. Par la suite de la présentation de Hélène tout à l'heure, j'ai j'ai pu noter beaucoup de points qui concernent la coordination, surtout au niveau du Cash Working Group, puisque c'est un cadre de rencontre des acteurs qui mettent en œuvre les transferts monétaires. C'est un cadre fonctionnel, mais qui n'est pas totalement officiel, je le dis, c'est-à-dire il n'y a pas d'action fortement groupée pour aider à la mise en œuvre des transferts monétaires. C'est un cadre où on échange, où on permet aussi aux acteurs de partager les expériences en termes d'activités menées et de leçons apprises. Moi, j'allais plutôt proposer de passer la parole aux acteurs terrain, en l'occurrence Aruna ou Félix, eux qui sont plus terrain, parce que moi aussi, je suis au niveau de la coordination, au niveau de Bamako, et je pourrais peut-être compléter après avec des informations là-dessus. On va passer la parole à Arona. Si tu es prêt, tu peux faire ta présentation. Félix a malheureusement quelques problèmes de connexion et ne pourra pas nous rejoindre. Donc, Arona, si tu es prêt, tu peux faire ta présentation. Arona, est-ce que je peux te demander d'activer ton micro? Donc, c'est en cliquant en haut jusqu'à ce que le symbole devienne vert. Ok, si je me permets, il y a Félix qui n'est pas là, mais je vois qu'il y a Ferdinand qui est connecté. D'accord. Donc, Ferdinand, si tu es en ligne aussi, tu peux donc partager ton expérience, si tu es prêt. Ok. Bon, Ferdinand n'a pas l'air de nous entendre, Arona non plus. Donc, je vous propose, en attendant, si vous avez des questions pour Hélène ou Stéphane, de les poser. Vous pouvez utiliser vos micros en les activant ou vous pouvez aussi utiliser la chatbox qui est en bas à droite. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Stéphane ou Hélène?
Oui, alors bonsoir. Euh, Bonsoir. Ici Ahmad Yoda, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Oui, on t'entend. Oui, c'est Ahmad Yoda de IRC. Juste une question assez rapide autour des transferts de risque qui a été mentionné tout à l'heure. Euh, J'aimerais bien avoir peut-être, je ne sais pas, au niveau par exemple du rapport à un contenu qui essaie un tout petit peu d'évoquer les ressources qui ont été utilisées par diverses organisations pour essayer un tout petit peu d'aider les partenaires locaux qui souvent sont utilisés pour faire des transferts sur place compte tenu par exemple du contexte sécuritaire délétère. Je pense que si je prends l'exemple, il y a des formations par exemple qu'on essaye d'animer par exemple à l'interne, dont on essaye d'inviter les partenaires locaux. Est-ce qu'on a une expérience comme ça dans le Mali où les partenaires locaux sont associés euh, au niveau, par exemple, de renforcement des capacités quant à, par exemple, à gérer, à mitiger, par exemple, les risques au niveau du terrain? Merci Amadoda pour ta question. Alors, je vais inviter peut-être Ferdinand qui a l'air d'être en ligne et qui est un acteur du terrain à répondre à la question. Ferdinand, est-ce que tu veux répondre à la question de Amadoda? Ferdinand, on ne t'entend pas. Ou Hélène ou Stéphane, si vous souhaitez aussi répondre à la question d'Amadoda, vous pouvez le faire. Alors, de notre côté, il faut avouer notre moins bonne connaissance du terrain, bien sûr, que les acteurs sur place. Il y avait eu pas mal d'accompagnement, il y a eu pas mal d'accompagnement des acteurs internationaux via des partenaires locaux sur l'utilisation des transferts électroniques. Donc ça, il y a eu pas mal de formations, etc. Là où on a eu peu d'exemples, la première chose, j'ai volontairement parlé de manière agrégée des partenaires en incluant les fournisseurs de services, les commerçants, etc. et les ONG locales dans un but de montrer que voilà, il y avait un transfert de risque vers l'un comme l'autre et que pour certains, c'était en échange d'un service de frais et pour l'autre, plutôt en échange de contrats qui assuraient la survie de la structure. Et très honnêtement, j'ai pas d'exemple, on n'a pas eu d'exemple qui nous a été rapporté de formation à la gestion des risques. On a des exemples de formation à l'utilisation de telle ou telle modalité ou alors à la tenue d'une comptabilité pour les commerçants, mais spécifiquement sur la gestion des risques, aucun exemple ne nous a été. D'accord. Merci Hélène. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez utiliser vos micros comme vous pouvez taper sur la chat box en bas à droite. Alors, je vois qu'il y a Eric qui a une contribution à faire, donc vas-y Eric.
Eric, on ne t'entend pas. Ton micro a l'air d'être activé. Est-ce que tu peux essayer de parler? Alors, en attendant, on peut essayer de passer à Noufou Ilboudo, qui a également une contribution à faire, et après, on pourra revenir vers toi, Eric, si tu arrives à utiliser le micro, s'il est activé. Donc, Noufou, tu peux y aller? Alors, Noufou, on ne t'entend pas non plus. Vous pouvez aussi taper vos Oui, allô? contributions sur la chatbox, parce que Euh, Ici, c'est encore à Modula. Je ne sais pas si malheureusement, on a quelques vous problèmes de son. m'entendez. Oui, Ok, super. J'avais également une petite contribution dans le sens oui, de oui, on t'entend. la recommandation qui a été faite sur le fait d'avoir nécessairement un cadre commun d'analyse de risque. Je m'en réjouis effectivement parce que ce sont des points sur lesquels j'avais beaucoup de discussions avec beaucoup d'acteurs au Mali. Euh, je pense que comme suggestion également, c'est peut-être de garder à l'esprit que peut-être au niveau, par exemple, même de la mise sur pied, par exemple, des projets de transfert monétaire, qu'on doit avoir nécessairement un cadre aussi commun d'évaluation conjointe, par exemple, qui puisse être une batterie d'analyse, c'est-à-dire l'analyse, par exemple, de faisabilité du cash qui va inclure en même temps l'analyse des risques, l'analyse par exemple du marché, etc. Donc je pense que cela nécessairement va aider un tout petit peu à renseigner et à essayer un tout petit peu de capter tous les risques perçus et les risques peut-être qui sont vécus quotidiennement sur le terrain. Et je pense que peut-être d'entrer en jeu en amont, c'est ce qu'il y a lieu de faire avec les acteurs humanitaires présents dans le pays qui devront nécessairement conduire ce type, par exemple, d'analyse, l'analyse assez conjointe, qui puisse peut-être être fait dans la région, par exemple, je sais pas, de Mopti, on peut dire la région, par exemple, jusqu'au niveau, disons, le centre et le nord du Mali. Et conjointement, je pense que si on arrive à le faire, on pourra un tout petit peu avoir euh, quelque chose de commun et pouvoir peut-être avoir une méthodologie qui est axée à avoir une réponse assez adressée, communément acceptée en fait. Je sais pas. D'accord. Merci beaucoup, Amadioda, pour cette contribution. Euh, je vois que nous avons reçu quelques questions de Nadia. Donc, la question de Nadia, c'est Have you identified differences between scope, red road, and cash in terms of efficiency and or risk? Donc, Hélène, est-ce que tu veux Je répondre à réponds la en question français. de Nadia?
En termes de, c'était répondant en à termes cette d'efficience, c'était pas l'objet hein, de l'étude de savoir quelle était la modalité la meilleure, etc. question. Et après, en termes de risque, l'idée n'était pas de faire un comparatif entre différents systèmes, parce que on trouvait que c'était limitant dans le sens où certaines organisations vont avoir une meilleure connaissance de tel ou tel système, ce qui de facto va limiter les risques de leur utilisation. Et donc, on a mis en avant ces trois plateformes de façon très factuelle et informative en disant voilà ce que les acteurs au Mali ont utilisé et qu'ils utilisent ailleurs, mais sans faire une comparaison qui, je pense, devrait se faire soit par contexte, soit par organisation, mais être quasiment l'objet d'une étude propre, quoi. D'accord, merci beaucoup Hélène. Nous avons une autre question de Loada Martin. Alors, il demande est-ce que les partenaires ont eu C'est à nouveau moi qui recours réponds au ou service quelqu'un de du sécurité pour terrain? la distribution du cash? D'accord, parce que Tu voilà, peux y aller et de la si même quelqu'un façon, du hein, terrain a aussi une en prenant contribution, toutes les réserves nécessaires vous du fait pourriez de revenir. notre non-présence en continu sur le terrain, on n'a pas rencontré d'exemple où des partenaires ONG humanitaires ont utilisé des groupes armés pour appuyer les distributions de cash. Par contre, il y a eu plusieurs cas où les fournisseurs de paiement financiers contractés par les ONG, eux, du fait de leurs procédures et de leurs assurances, ont utilisé des gardes armés. Donc la nuance est fine, mais la distinction bien présente, quoi. D'accord, merci beaucoup Hélène. Alors, je vois qu'il y a pas mal de contributions au niveau de la chatbox, donc je vous invite encore une fois à utiliser vos micros si possible pour partager vos contributions. Euh, alors, on a une question qui demande quelles sont les modalités recommandées dans des zones risquées telles que le Nord Mali. Oui, je suis en train d'essayer de la trouver Donc, Hélène, dans la encore une fois, chatbox si tu aussi, veux bien peu répondre à la importe. question. Quelles sont les modalités recommandées? C'est difficile. Ah, ok, non, non, mais pas de problème. C'est difficile de répondre Éléonore est désolée. enfin, in extenso à cette question parce que le choix de la modalité, comme je le mentionnais dans la présentation, finalement, les risques influent assez peu sur la prise de décision quant à la modalité. Les risques vont influer, l'assessment des risques vont influer sur, premièrement, la décision d'intervenir dans une zone ou pas, quelle que soit la modalité, mais en tout cas, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et dans un deuxième temps, une fois la décision d'utiliser du cash prise, quelle est la modalité qu'on va utiliser. Donc c'est vraiment à ces deux niveaux-là de prise de décision sur le response analysis que les risques vont jouer un rôle. Par rapport à la prise de décision quant à la modalité, c'est vraiment la fonctionnalité des marchés qui est pris en compte par les acteurs, mais aussi l'efficacité de différentes modalités, c'est-à-dire quels sont les besoins qu'on va devoir couvrir, combien de besoins, quelle est la variété de ces besoins, quelle est l'expertise de l'agence pour laquelle on travaille, et à quel coût est-ce qu'on peut délivrer les différentes modalités. C'est vraiment ces facteurs-là qui vont influer sur le choix de la modalité au Normali. Ce qui veut dire que répondre à la question quelle est la modalité la plus appropriée pour intervenir au Normali,
Ça va dépendre déjà de est-ce qu'il y a une appétence au risque qui fait que vous intervenez au Normali ou pas, premièrement. Et si vous décidez d'intervenir au Normali et que votre perception des risques le permet, quelle est l'efficience, l'efficacité et les besoins à couvrir. Et c'est ça surtout qui va définir quelle modalité utiliser entre cash et in-kind. D'accord. Alors, je vois que nous avons Amisu Kasusu qui a une intervention à faire. Donc, tu peux y aller. Mais encore, les 3 jours qu'il y a cette semaine, ces 3 jours-là, c'est moi qui les travaille. D'accord. Donc, tu me dis là où tu as besoin, et je vais chercher, mais je ne vais pas reprendre les autres pour ça, ça ne sert à rien de tu vois. Donc, je vais faire ça et Amisu, tu peux y aller. Peut-être que je devrais aussi apporter plus de temps en arrêt, en fait, si je regarde un peu les images, je me dis, avec beaucoup de, voilà, c'était plus de phrases que, voilà, moi j'ai essayé pas Ok, donc comme je le disais, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vas-y, Eric. Allô? Ok, d'accord. En fait, ma contribution, c'est par rapport, Oui, on t'entend. ok, c'est par rapport aux analyses qui sont faites pour le choix de la modalité ou du mécanisme de transfert. Je pense que au niveau du Nord Mali, aujourd'hui, les acteurs sont beaucoup restés dans la routine depuis 2012-2013 déjà, dans le choix des modalités et des mécanismes, et ça a mené aujourd'hui à perdre de vue l'analyse des coûts-efficacité sur les mécanismes de transfert qui sont moins réalisés. Et l'accent est beaucoup plutôt mis sur l'analyse des risques sécuritaires parce que ça limite un peu l'accès aux zones et aussi ça permet plus de voir un peu les stratégies de mitigation ou d'exposition aux risques des bénéficiaires. Mais je pense que l'analyse coût-efficacité est vraiment très importante dans le choix des mécanismes de transfert. C'est vrai que aujourd'hui, le transfert électronique est plus ou moins fiable dans la zone parce que ça permet de réduire beaucoup de risques. Mais il est important quand même de pouvoir documenter sur l'analyse coût-efficacité. Et aussi en termes de coordination, je pense que il est important vraiment au niveau de la coordination de sensibiliser les acteurs à partager leurs analyses des risques ou si possible s'il y a des analyses coût-efficacité qui sont faites en interne, de pouvoir les partager. Et ça doit être même des points de présentation qui doivent être intégrés dans l'ordre du jour lors des cash working group. Donc voilà un peu mes 2 contributions que j'avais. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette contribution, Eric. Alors, je vois que nous avons une série de questions de la part de Christophe. Il demande est-ce que l'analyse des risques est la meilleure option et de la meilleure option est également conduite du point de vue des bénéficiaires via les PDM notamment, et qui a pu constater l'équipe, qui a pu constater l'étude, pardon, et qu'en est-il des acteurs du Nord Mali?
Donc, oui, quand même. Ouais, par rapport à ça, le terme de risque, et je suis bien d'accord avec Christophe, quelque chose de primordial, c'est tout cet aspect perception des risques, préférence d'un point de vue de la personne qui va recevoir le transfert. Par contre, quand on parle d'analyse de risque avec les acteurs qu'on a interrogés, ça se fait vraiment d'un point de vue centré sur l'organisation. C'est-à-dire que l'aspect préférence, perception des risques des bénéficiaires va se faire via l'aspect. Ça, Merci Hélène. c'est Alors, difficile on à dire a parce que une autre question justement, de Emmanuel Ouedraogo comme je le qui disais, on demande s'est par concentré rapport sur aux les risques observations perçus sur le terrain, et non pas sur les est-ce qu'il risques y a eu une avérés. sous-estimation ou une Pour la surestimation simple et du bonne raison risque que par le les risque partenaires avéré intervenants? est quasiment impossible à connaître de façon certaine. Pour accéder aux données de tout ce qui est risque avéré, ça voudrait supposer d'avoir accès au département de contrôle des fraudes des ONG, et ça se traite au niveau management ou même des fois au niveau centre régional ou au niveau siège. Donc, avec vraiment un comparatif chiffré, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Après, d'un point de vue perception des acteurs qu'on a interrogés, eux étaient assez unanimes sur le fait que les mécanismes de gestion et d'atténuation des risques qu'ils avaient mis en place étaient appropriés au contexte et s'étaient avérés efficaces. En même temps, voilà, comme dit, c'est de la perception parce que bien malin, celui qui arriverait à faire un estimatif sûr de ce qu'il se serait passé si telle ou telle mesure n'avait pas été mise en place, quoi. Merci Hélène. Je vois qu'il y a Papa Keita qui a levé la main, donc vas-y Papa Keita, si tu as une question ou une contribution. On ne t'entend pas vraiment Papa Keita. Est-ce que tu peux activer ton micro? Bon, en attendant, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres contributions?
Encore une fois, je vous invite à utiliser vos micros pour poser vos questions. Alors, je vois que nous avons pas mal de contributions dans la chatbox, dont une de Tanto Mohamed. Donc, je veux t'inviter à utiliser ton micro pour faire ta contribution, si possible. Oui, allez-y. Alors, je vois la contribution de Félix qui dit que, au-delà des problèmes sécuritaires, il y a aussi l'absence des institutions de microfinance, banques dans la région de Ménaka et le manque d'infrastructures adaptées. Et dans plusieurs communes, les marchés ne sont pas fonctionnels. Merci pour ta contribution, Félix. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs de terrain qui souhaitent partager leur expérience avec nous? Nous avons aussi la contribution de Amissou qui dit que donc ils ont déjà utilisé des agents sécuritaires dans les transferts monétaires dans la mesure où ils interviennent dans des zones sous état d'urgence et donc cette stratégie s'est avérée être efficace dans la protection des systèmes de distribution. Donc tantôt tu peux poser ta question, je vois que ta main est levée. Non, on ne t'entend pas. Essaye d'activer ton micro. Donc tu cliques sur le symbole du micro jusqu'à ce qu'il devienne vert. Alors pour activer le micro, il faut cliquer sur le symbole du micro qui est en haut, à côté de là où c'est marqué audio, et vous pourrez ensuite intervenir. Je vois que nous avons une question de Henri qui demande hormis ces institutions de microfinance dans les différentes zones ou marchés fonctionnels. Ce qui a été utilisé, donc les IMF a été mis utilisé en un temps au afin de Nord Mali. donner
de comme ont l'assistance aux été bénéficiaires utilisés dans également à un moment l'habilité, dans donné les les zones commerçants. à Mais il y a sécurité ou vraiment eu à des risque vagues élevé. Et de comment types de bien modalités, orienter le parce qu'après, programme de selon transfert monétaire. le contexte sécuritaire, ces Donc, acteurs ne Hélène, je souhaitaient t'invite plus à répondre à la question si possible. participer à la distribution des transferts monétaires. Notamment par exemple sur les commerçants ou même pour des coupons. Il y a eu pas mal de personnes interrogées qui ont rapporté le fait que les appels d'offres, quand la situation sécuritaire devenait trop volatile, les réponses aux appels d'offres ne venaient que de commerçants qui ne remplissaient pas les standards de qualité des ONG. De la même façon, les IMF ou les opérateurs financiers ne remplissaient pas, qui répondaient aux appels d'offres, ne remplissaient pas les garanties de transparence de qualité que les ONG demandaient. Donc à un moment donné, il y a eu la faisabilité, si vous voulez, est vraiment rencontrer la perception des risques, puisque c'est les acteurs même qui devaient distribuer la modalité qui ont perçu la distribution comme étant trop risquée. D'où le fait que pas mal d'acteurs se sont tournés vers les transferts électroniques. Il y a tout un projet qui s'appelle Remote Cash, qui est assez intéressant, qui regarde comment faire du cash dans les zones où il n'y a pas d'accès. Et pour le Normally, c'est assez parlant parce que une des principales raisons pour un des facteurs facilitant, on va dire, la mise en place des transferts monétaires à l'échelle, ça a été ce manque d'accès aux bénéficiaires, mais du coup également aux IMF et aux commerçants pour contrôler la qualité de ce qu'ils faisaient. Et les systèmes de transfert électronique offrent pas mal d'avantages dans ces cas-là, dans ces contextes sécuritaires, puisque déjà, ils permettent de distribuer en boucle fermée, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de prestataire financier, ces systèmes électroniques-là vont permettre de faire du coupon commodité ou même du coupon valeur en parallèle d'un système existant ou pas. Et il permet également, quand on n'a pas accès physique à la zone, de contrôler le mieux possible, parce que c'est jamais à 100%, mais en tout cas de contrôler de façon jugée satisfaisante les transactions, l'utilisation des coupons et le déboursement des fonds. Voilà, donc ce qui est approprié, ce qui a été jugé approprié en tout cas, c'est surtout les transferts électroniques. Et si le réseau, je vois la contribution d'Henri sur si le réseau téléphonique n'est pas dispo comme en RDC, ces systèmes-là de coupons type Scope, type Red Rose, type Cash, sont faits pour fonctionner hors ligne. Alors bien sûr, à un moment donné, il faut que le commerçant ait accès à un réseau téléphonique ou ait accès à un réseau Wi-Fi pour synchroniser les données. Mais en tout cas, au quotidien, les transactions se font sans réseau téléphonique. Donc là, quand je parle de paiement, e-paiement, je parle pas de, je vais pas parler que de, je parlais pas de mobile money, je parlais vraiment de tout ce qui était e-coupon, quoi. Voilà, oui, je connais pas mal la RDC, c'est vrai que dans certaines zones, ça peut être un peu difficile. Voilà. Et là, Merci beaucoup, Hélène. Il y a aussi la contribution de Félix qui souligne l'importance de recours au service des commerçants locaux. Et cependant, les considérations religieuses qui interdisent de gagner du gain sur l'argent liquide rendent plusieurs commerçants locaux habituels méfiants à une collaboration pour assurer les TM. Est-ce qu'il y a d'autres contributions ou d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus de contributions ou de questions,
on va clôturer le webinaire. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré, donc nous vous enverrons l'enregistrement le plus tôt possible afin que vous puissiez le partager à vos équipes. Et comme l'a dit Stéphane plus tôt, une deuxième étude de cas sur les risques, cette fois-ci sur le Yémen, est en cours de